Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième escale du web voyage vers l'Hexagone. Je vous rappelle le concept de Cap sur l'Hexagone, qui est un serious game qui va vous aider à vous préparer pour votre départ en métropole et également répondre à vos questions sur le Canada, puisque nous avons aussi quelques questions et quelques élèves qui envisagent de partir vers le Canada. Pour mémoire, nous avons fait déjà les deux premières escales, l'escale administration pour vous aider toutes les démarches liées aux documents administratifs importants, le passeport, la carte d'identité, etc. Et il y a 15 jours, nous avions eu la visio sur les finances, comment organiser son budget, quelles sont les dépenses principales et quelles aides financières le pays et l'État peuvent vous apporter pour vos études supérieures vers la métropole particulièrement. Ces deux premières escales sont disponibles en replay sur le site education.pf/cap sur l'Hexagone. Vous allez dans le menu webinaire et vous pouvez regarder, télécharger tant que vous voulez ces deux premières visioconférences. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la partie logement, qui est une grosse partie puisque généralement, c'est ce qui peut déterminer ou pas un départ. Et pour cela, nous avons trois super invités qui vont répondre à toutes vos questions. Nous avons Helen Williou, qui est une ancienne étudiante de l'Académie de Strasbourg et qui a plein de choses à vous dire puisque pour vous, elle a pu tester différents types de logements quand elle était étudiante. Nous avons également Nadine Louis et Patricia Tsanglen, qui sont deux psychologues de l'éducation nationale du CIO de Pirée et qui sont également mamans qui ont pu accompagner leurs enfants respectifs vers des études en métropole et au Canada. Donc, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions. Je vais déjà rentrer dans le vif du sujet. Patricia, comment doit-on s'y prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un élève de terminale et qu'on envisage de partir en métropole pour tout ce qui est question du logement? Alors effectivement, concernant le logement, il faut déjà se poser la question du budget. Le budget, quand on choisit un logement, il peut varier entre, je vais globaliser, ça peut varier de 250 € jusqu'à plus de 1 000 € en fonction évidemment du logement que l'on va choisir. Donc dans le budget global d'un étudiant, le loyer va représenter plus de la moitié en fait de ce budget. Et ce budget, il faudra faire attention parce qu'en fonction de si on a une bourse, si on est aidé, si les parents ont suffisamment d'argent, donc on fera le choix en fonction de ça. Donc déjà déterminer le budget que l'on veut mettre dans un logement. Après, au niveau des logements, on a différents types de logements comme les logements universitaires. Donc, quand on va demander un logement universitaire, on a la possibilité de faire une demande soit de chambre universitaire, soit dans une résidence universitaire, c'est-à-dire qu'on peut demander, par exemple, des studios, on peut demander des appartements avec une chambre ou en colocation. Donc, les chambres universitaires, c'est souvent juste une chambre avec le mobilier, un lit, une table dans la chambre. Elle fait 9 mètres carrés. Et tout ce qui est salle de travail, tout ce qui est salle de bain, tout ce qui est cuisine, ce sont des salles communes. Donc, pour ce type de logement, on va, selon la ville où on va se retrouver, on aura un budget entre 200 et 300 € en fonction vraiment de la ville. Ensuite, concernant les résidences universitaires, si on veut demander un studio ou encore des appartements un peu plus grands, dans ce cas, le budget va être un peu plus élevé et ça va varier entre 300 et 500 €. Donc, pour ces studios. Donc, concernant ces logements, on doit effectuer une démarche, c'est-à-dire on doit faire une demande d'un dossier social étudiant sur le site du CRUS. D'accord. Et ça, le DSE, c'est en même temps que la demande de bourse dont on a parlé à l'escale précédente. On est exactement dans la même démarche. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce dossier social étudiant, on fait la demande effectivement en même temps de la bourse et du logement. Donc, il y a des dates bien définies. Donc, il ne faut pas dépasser ces dates parce qu'une fois que ces dates sont dépassées, on ne pourra plus effectivement
avoir cette possibilité de faire cette demande-là. Donc, la demande du dossier social étudiant, ça démarre en janvier jusqu'à mi-mai. Donc là, pour le coup, pour les demandes de logement universitaire, on va dire que c'est un peu tard. D'accord, mais il y a pas, est-ce que tu penses qu'il y a toujours moyen, à la fin de l'année scolaire, sur des logements qui n'ont pas été pourvus, etc., est-ce qu'il y a quand même moyen pour les étudiants bien qui sûr, sont ratés? Oui, tout à fait. Hein. Il y a toujours moyen, effectivement, de faire cette demande-là, mais c'est sous réserve, effectivement, qu'il y ait des logements disponibles. Hein. Ça sera vraiment en fonction de cela. Donc, ça, c'est l'une des possibilités, effectivement, de logement. Hein. Donc, si on doit effectivement, lorsqu'on a un budget serré. Donc, ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, ça peut être aussi faire appel à des sociétés, des entreprises, des gestionnaires en fait d'immeubles que l'on peut retrouver sur le site adel.org. Et donc, ce sont des résidences étudiantes privées dans ce cas-là. Donc, ces résidences étudiantes privées, ce sont des appartements qui vont du studio jusqu'à grand maxi des T3. Donc, T3, c'est 2 chambres. Et donc, ça permet effectivement d'être en colocation à ce moment-là. Mais la grande majorité de ces logements, ça va être des studios. Donc, cette demande, elle peut se faire, il n'y a pas vraiment de date limite. Elle peut se faire au mois de mai, elle peut se faire au mois de juin. Mais c'est vrai que plus on va avancer dans le calendrier scolaire, moins il y aura de possibilités. Moi, je conseillerais à ce moment-là, dans ces résidences étudiantes privées, de commencer à faire la démarche au mois de mai, même si on n'a pas encore les résultats du bac. Parce que quoi qu'il en soit… Vas-y. Oui, quoi qu'il en soit, même si on fait la démarche, on va préparer ce dossier-là. De toute façon, si jamais l'élève n'obtient pas son bac, tous les frais qui seront engagés seront remboursés. Et est-ce que les résidences, là je regarde, je vois quelques questions qui viennent, est-ce que les résidences privées sont au même prix que les résidences universitaires? Parce que bon, si j'ai bien compris, dans les résidences universitaires, on a les cités universitaires qui sont des toutes petites chambres, mais on peut avoir aussi des studios. Et est-ce que ce sont les mêmes prix? Est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'il y a quand même une petite différence par rapport au budget des étudiants? Alors, effectivement, il y a une différence hein, dans les prix de ces studios, de ces T1, de ces T2. Ça va être beaucoup plus élevé puisque donc, ce sont des studios qui vont de 15 mètres carrés à une vingtaine de mètres carrés. Et donc, effectivement, le budget va être… il faudra prévoir un budget plus élevé qui va varier bien sûr toujours en fonction des villes. Et donc, dans ce cas-là, le budget dans ces résidences privées, on va aller de 500 à 900 euros. Hein, par exemple, à Paris, on peut aller pour un studio, on peut aller jusqu'à 900 euros. Et là, je vais lire une question qui vient de nous arriver. Alors, là, particulièrement dans les résidences universitaires du Crous, est-ce que les charges Internet, électricité, l'eau, est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il faut en plus rajouter au budget logement ces charges-là? Ou est-ce que ça dépend Alors, dans les cités universitaires, l'électricité, l'eau, les charges sont incluses dans le loyer. Donc, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une chambre universitaire, on va être entre 150 et 250 euros, donc selon la ville. Et concernant donc les résidences universitaires du Crous, on va être entre 250 à 450 euros selon évidemment la ville. Hein. Donc, ça, c'est pour les studios. D'accord. Donc, effectivement, les charges, dans les chambres universitaires, tout est inclus. Par contre, dans les résidences universitaires, tout n'est pas forcément inclus. D'accord. Voilà. On va poser la question à notre ancienne étudiante. Hérénoui, toi qui es partie quelques années faire tes études sur Strasbourg, quel type de logement tu as connu?
Alors, mon premier type de logement, c'était un studio en résidence universitaire. J'ai fait ma demande, comme on l'a dit, avec un dossier social étudiant sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. Ce dossier nous permet, nous propose diverses résidences et comme les différents types de chambres qui nous ont été cités précédemment, donc 9, 18 et 24 mètres carrés. Pour ma part, j'ai choisi un 24 mètres carrés pour un budget de 450 euros. Tout était inclus, kitchenette, salle de bain, toilette. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette résidence? Est-ce qu'il y avait des critères particuliers? Est-ce que c'est parce qu'elle proposait certaines choses? Est-ce que c'était parce que c'était à côté de l'université? Qu'est-ce qui t'a fait choisir, toi? Ou est-ce que tu as pris au hasard? Ce qui a déterminé mon choix, c'était effectivement la distance par rapport à mon campus, ce qui m'a permis d'économiser du temps dans les transports en commun. Donc, en fait, pour toi, c'était un élément important. C'est que tu as regardé au final toutes les résidences qui étaient… tu étais à Strasbourg, hein, c'est bien ça? Et tu as regardé laquelle était la plus proche ou lesquelles étaient les plus proches pour faire ton choix. Ça a été un critère déterminant. Ça a été mon critère déterminant, c'est-à-dire 5 à 10 minutes à pied. Ah oui, c'était vraiment tout proche là pour le coup. Hein. C'est ça. Et par rapport au budget, donc tu m'as dit que c'était 450 euros. Est-ce que toi, tu étais boursière également? Oui, j'étais boursière. Tu étais boursière. Est-ce que tu avais une aide supplémentaire? Oui, les aides au logement. Donc, j'ai fait ma demande d'aide au logement directement sur le site de la CAF, qui nous propose un dossier à remplir. Et pour moi, j'ai touché 200 euros d'aide au logement. Donc, ça a quasiment payé la moitié de ton logement au final. C'est bien ça. D'accord. Et ensuite, tu as connu d'autres types de logements? Alors, à la fin de l'année universitaire, j'ai choisi de rendre mon studio universitaire à la résidence universitaire parce que je suis rentrée au Fénois pour 3 mois et je ne voulais pas payer mon loyer pendant ces 3 mois. Mais malheureusement, en prenant cette décision, j'ai perdu ma place dans cette résidence et du coup, je suis passée par un particulier. J'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux et voilà, j'ai postulé directement auprès d'un particulier. D'accord, qui était en métropole ou un particulier d'ici? Un particulier qui était à Strasbourg. D'accord, d'accord. Et là, toujours en termes d'offres, c'était un studio dans le même type? Il y avait des choses en plus que toi, tu as dû acheter? Parce que bon, on a compris, Patricia nous a dit que le mobilier était fourni en général dans les résidences universitaires, mais là, est-ce que c'était quelque chose, un studio meublé, non meublé? Est-ce que tu as dû investir en plus? Alors là, c'était un F1 qui était meublé. Bien sûr, le loyer était un peu plus important qu'en résidence universitaire et il fallait aussi que je prenne à ma charge l'électricité et la connexion Internet, ce qui n'était pas le cas en résidence universitaire. D'accord. Et tu avais toujours droit à l'aide de la caisse d'allocation familiale? En étant toujours boursière, j'ai eu droit aux aides au logement, effectivement. D'accord. Et tu as connu autre chose comme logement? Alors après, je suis passée en colocation. J'ai fait partie de l'association des étudiants de Polynésie française dans laquelle j'ai rencontré 2 Polynésiennes et qui m'ont proposé de faire une colocation à 3 du coup. Et bien sûr, il y a plusieurs réflexions à avoir. Comment est-ce qu'on va s'organiser en termes de courses? Quels sont les avantages? En termes de budget déjà? Aussi au niveau social, on est presque jamais seul du coup et ça aide. Lorsqu'on a le cafard et tout, plein d'avantages qui m'ont permis de choisir de faire une colocation également. Et justement, par rapport à la colocation, on entend beaucoup parler, on s'imagine, surtout quand on a 17-18 ans, que c'est presque la fête, etc. En termes d'ambiance, est-ce qu'en colocation et en chambre universitaire ou résidence universitaire, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus calme dans l'un, plus animé dans l'autre? Est-ce que on se sent plus seul en chambre universitaire, moins seul en colocation? Bon, là, tu l'as dit, mais par rapport aux résidences universitaires, est-ce que tu avais une différence? Alors, en résidence universitaire, parfois, il y a des associations aussi qui prévoient des petites fêtes tous ensemble. Mais en colocation, voilà, il y a quand même un respect aussi par rapport au bruit et à l'intimité de chacun qu'il faut respecter. Mais en soi, voilà, il y a quand même une forme de convivialité. Et notamment là, on était 3 Polynésiennes. C'était quand même un confort
non négligeable. Avec toujours l'aide au logement derrière? Toujours avec l'aide au logement, effectivement. D'accord. Donc, en fait, si on reprend ton expérience, que l'on soit en résidence universitaire, en chambre privée, en studio privé ou en colocation, on peut bénéficier de l'aide au logement de la CAF. On peut bénéficier de l'aide au logement sur ces 3 types, juste le montant qui peut varier en fonction du loyer. D'accord. Et ça, je pense que tout le monde peut aller aller vérifier, aller faire une simulation, parce que je pense que pour la bourse, on pouvait faire des simulations et sur la CAF aussi. La simulation est possible aussi directement sur leur site. Donc, ça donne une idée pour le budget. D'ailleurs, par rapport au budget, Patricia, là, on parle d'aide au logement, etc. Donc, c'est toujours quelque chose de positif. Mais est-ce qu'il y a des contraintes à savoir quand on veut louer un logement, que ce soit en résidence résidence étudiante ou en logement privé ou en colocation? Est-ce qu'on a des frais à prévoir en plus du loyer? Ah, effectivement, il y a effectivement des frais auxquels il faut penser, hein, puisque lorsqu'on est lorsqu'on va en résidence privée, lorsqu'on loue de manière privée ou qu'on soit en colocation, il y a effectivement un bail à signer avec le bailleur, que ce soit un propriétaire ou une agence. Donc, il y a un bail à signer. Et donc, ça implique forcément aussi de souscrire à une assurance habitation. Donc, il y a l'assurance habitation qui permet de couvrir effectivement la responsabilité civile si il y a quelque chose qui arrive. Ils vont exiger également ce qu'on appelle d'avoir un cautionneur, d'avoir une caution. Donc, une caution, c'est quelqu'un, ça peut être une personne physique, ça peut être une assurance qui va se positionner en tant que cautionneur dans le cas où le locataire ne peut payer les dégâts qu'il peut provoquer dans l'appartement ou le loyer qu'il ne peut pas payer à ce moment-là. Donc, le cautionneur, ça peut être, comme j'ai dit, quelqu'un de physique, ça peut être effectivement les parents, ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est vrai que la plupart des étudiants, enfin beaucoup d'étudiants polynésiens, lorsqu'ils partent en métropole, ils peuvent être confrontés à un refus de la part du bailleur, de l'agence, concernant le cautionneur. Ils prétextent beaucoup parce que le cautionneur est en Polynésie, donc très loin. À ce moment-là, ils peuvent effectivement faire un dossier sur visal.fr qui permet d'obtenir effectivement un cautionneur qui pourra couvrir effectivement tous les frais. Il y a également la possibilité, alors c'est vrai que dans certaines résidences, certaines agences, ils vont demander à ce que ça soit pas Visal, et donc ils vont demander à ce que ça soit une autre structure qui soit cautionneur, et ça peut passer effectivement par un cautionneur qui s'appelle GarantMe, parce que beaucoup de résidences demandent à ce que ça soit cette structure-là qui se présente en tant que cautionneur. Oui, vous avez le lien sur la partie logement information générale, vous avez le lien de GarantMe, vous avez le lien également de Visal qui est souvent accepté et qui est généralement accepté, si je ne me trompe pas, par les CROUS, parce que pour les résidences du CROUS également, il faut un cautionneur, et là, un étudiant polynésien peut tout à fait faire la demande et être accepté pour les résidences du CROUS. Est-ce que, Patricia, est-ce que l'on sait à peu près à combien correspond, parce que tu as parlé de caution, il y a le cautionneur, le garant, mais tu as parlé de caution également. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et à peu près dire à combien correspond la caution? Alors, on va distinguer, en fait, souvent les propriétaires, les agences vont demander un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie équivaut à peu près à 1 mois de loyer, et ça leur permet ce dépôt de garantie, ils vont pas y toucher. C'est-à-dire que ça permet, en cas de besoin,
de puiser dans ce dépôt de garantie lorsque le locataire provoque des dégâts dans le logement, et ça permet effectivement au bailleur d'utiliser ce dépôt de garantie. Par contre, le cautionneur, celui qui va se présenter comme le cautionneur, les parents, garantie ou visal, c'est dans le cas où effectivement le locataire ne peut pas payer son loyer, que le locataire a provoqué d'énormes dégâts. Et donc, à ce moment-là, c'est le cautionneur qui paiera les travaux de réfection. Donc, si je résume bien, en plus du loyer et des charges de type électricité, Internet, etc., il faut que l'étudiant, le futur étudiant et sa famille prévoient l'assurance habitation, qui est, je suppose, obligatoire. Le dépôt de En garantie. métropole, oui, c'est obligatoire. D'accord. Le dépôt de garantie. Oui. Financièrement, et en plus avoir alors soit une personne physique en tant que cautionnaire ou garant, ou éventuellement utiliser une des plateformes dédiées. Est-ce que pour toutes ces démarches, est-ce que l'étudiant a besoin de partir avec certains papiers, certains documents qui vont lui permettre justement de faciliter sa recherche et de monter son dossier assez rapidement? Alors, effectivement, il aura besoin de pas mal de papiers. Donc, déjà, il va falloir qu'il ait tout ce qui est identité. Ça peut être le passeport, ça peut être une carte d'identité des parents. C'est les relevés de salaire des parents. Ça peut être aussi une attestation de la banque. Ça peut être aussi un contrat de travail. Donc, ça, c'est pour les garants. Donc, ils auront besoin de tous ces papiers. Ils auront besoin également d'un RIB de l'étudiant, mais un RIB aussi du cautionnaire. Donc, c'est généralement tous les papiers qui sont nécessaires. D'accord. Alors, je vois qu'on a une question. Alors, je ne sais pas qui voudra y répondre. Est-ce qu'il existe des sites pour trouver des appartements en colocation ou bien des colocataires? Kérénoui, je sais que toi, c'est parce que tu as rencontré l'association des personnes qui cherchaient, etc. Mais voilà, est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on peut trouver? Peut-être que certains étudiants, là, l'étudiant en question a envie de monter une colocation. Est-ce que vous savez s'il y a des sites pour trouver tout ça? Kérénoui? Alors, effectivement, il y a pas mal de sites qui… Pardon, c'est non, vas-y, Patricia, vas-y. Excuse-moi. Donc, effectivement, il y a pas mal de sites que l'on peut trouver sur Internet. Effectivement, pour tout ce qui est colocation, c'est macoloc.fr, il y a location à partager. Donc, il y a pas mal de sites que l'on peut trouver sur Internet. Il y a même le boncoin.fr où on peut retrouver. Mais comme l'a dit Rémi tout à l'heure, il y a aussi des réseaux sociaux. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a pas mal de groupes selon la ville, il suffit de taper colocation, par exemple à Strasbourg, colocation à Strasbourg, et on va retrouver pas mal de groupes qui proposent des colocations à ce moment-là. Donc après, il suffit juste de se mettre en relation avec ces personnes. D'accord. Rémi, puisque tu as connu la colocation et qu'on a une question sur ce thème-là, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe la vie en colocation? Parce qu'on se fait beaucoup de films, on s'imagine beaucoup de choses, mais tu as parlé des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être mises en place avant, comme un règlement entre vous, quelque chose, ou est-ce que c'est à la bonne franquette? Alors, il faut quand même mettre en place certaines règles dès le début, notamment tout ce qui est tâches ménagères, les courses, est-ce qu'on les fait tous ensemble? Est-ce qu'on se partage les courses? Aussi pour les parties communes, est-ce que tout le monde peut y accéder? À quels horaires? Par exemple, moi qui étais en musique, est-ce que je peux faire m'entraîner à la maison quand mes colocataires sont là? Parce que il y a toute une organisation au préalable quand même à faire. D'accord, et c'est pas trop compliqué quand on ne connaît pas les personnes ou quand on apprend tout juste à les connaître, parce qu'on sait que beaucoup, c'est rassurant de partir de Polynésie et d'être avec des copains et de faire une colocation avec les copains, mais est-ce qu'au final,
voilà, ça ne devient pas plus contraignant, même par moment, parce que si toi, tu es en musique et que tu n'as pas le droit de jouer de ton instrument, ça peut créer des tensions. Alors, c'est vrai, même, on s'imagine, même si on est avec des camarades, des copains, copines, il peut y avoir des tensions. Le tout, c'est d'en parler au plus vite avant que ça n'aille moins bien. Et voilà. Toi, avec tes camarades, est-ce qu'elles étaient déjà en colocation ou est-ce que vous avez décidé à trois d'être en colocation? On a décidé à trois, c'était notre première colocation pour toutes les trois. D'accord, donc vous avez fait la démarche de chercher un appartement qui accepte et qui prend les colocataires. C'est bien ça. Vas-y. Alors, on a trouvé un appartement, enfin, on a vu une annonce sur les réseaux sociaux, justement, un groupe étudiant de Strasbourg où trois personnes lâchaient leur appartement. Donc, ils étaient passés par une agence. On a pris contact avec cette agence et on a fait les démarches pour reprendre cette colocation. Alors, est-ce que vous aviez un bail commun ou chacun avait son propre bail pour justement cette colocation? Parce que je pense qu'il y a une différence après dans les conséquences. Alors, on avait un bail et tous nos trois noms étaient inscrits sur ce bail, mais une personne était quand même référente si jamais l'agence avait besoin de nous communiquer plusieurs informations. D'accord, donc vous étiez complètement solidaire par rapport à la location de cet appartement. C'est bien ça. D'accord, ok. Est-ce que, en tant que toi, étudiante, quand tu es arrivée, est-ce que c'était compliqué de faire toutes les démarches qu'il pouvait y avoir autour? Parce qu'on a parlé d'aide au logement, on a parlé d'Internet, on a parlé de l'électricité. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ou est-ce que c'est facilement gérable pour un étudiant polynésien qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas? Alors, j'ai commencé mes démarches 6 mois avant de partir. Et notamment mon premier logement qui était en résidence universitaire, tout s'est fait à distance. Les démarches étaient plus ou moins compréhensibles. Je suis arrivée quelques jours avant pour me repérer déjà, mais mon logement a été bien réservé et tout. Pour ça, ça a été plus ou moins facile. Maintenant, en passant par une agence ou avec un particulier, c'était un petit peu plus compliqué, notamment, comme on l'a dit, la question du garant. Fort heureusement, notre agence a accepté qu'on ait des garants tous les trois polynésiens. Et je voulais juste rajouter, voilà, pour l'attestation de la DCIP qui atteste qu'en Polynésie, nous ne sommes pas imposables sur le revenu, qui accentue en fait notre demande lorsqu'on a un garant qui vient de Polynésie. D'accord. Et par rapport à la colocation, on a une question justement. Si quelqu'un quitte la colocation, est-ce que ceux qui restent doivent payer sa part du loyer en attendant de trouver un nouveau colocataire? Alors, moi, je suis dans un bail solidaire et la question s'est posée pour moi d'ailleurs parce que je suis la première à avoir quitté ma colocation. Donc, je dois payer encore mon loyer tant que je n'ai pas trouvé un autre colocataire qui peut me remplacer. D'accord. Ou alors, il faut du coup tout changer le bail et pour ma part, on a décidé que les deux autres colocataires reprennent l'appartement à deux. D'accord. Donc, de ce fait, leur loyer va changer puisqu'en fait, elles récupèrent ta part, entre guillemets, de loyer. D'une certaine Exactement. manière. D'accord. On va faire un petit saut au-dessus de l'Atlantique en partant de l'Hexagone. On va faire un petit coucou au Canada. Nadine, comment doit-on s'y prendre pour trouver un logement au Canada? Alors, il y a deux cas de figure. Soit on le fait à distance en étant de Polynésie avant le départ. À ce moment-là, je pense qu'il faut trouver sur Internet les locataires, dans les propriétaires ou une agence, c'est mieux parce qu'en fait, ils ont la possibilité de te faire une visite virtuelle. Alors, le souci, c'est que la visite virtuelle, c'est pas toujours. Il faut faire confiance hein, parce qu'on ne voit pas toujours tout. C'est pas comme si on était en face. On ne voit pas non plus où se trouve l'immeuble par rapport à l'ambiance du quartier. On sait à peu près, d'après le plan, si c'est pas loin d'un métro ou d'un grand magasin, parce qu'il faut quand même acheter à manger. Et si c'est pas loin de l'université, bien sûr. Ça, c'est à risque. Et si on a quelqu'un, par contre, sur place qui peut aller visiter, c'est un plus.
Par contre, ce n'est pas le même budget. Hein. Je pense qu'il faudra mettre un peu plus en termes de loyer. Sinon, on peut partir sur place en juillet, du coup, pour nous. Mais dans ce cas-là, il faut trouver de quoi louer quelque chose de provisoire. Parce qu'en fait, il faut se loger, parce qu'on n'a pas de pied-à-terre, et ensuite faire sa recherche sur place. Et par rapport au loyer, justement, tu en parles, est-ce qu'il y a une différence avec les loyers des résidences étudiantes ou même des studios privés de métropole? Est-ce qu'on peut dire que c'est plus cher, moins cher, pareil? Je ne peux pas dire. Il y a Patricia qui pourrait mieux comparer parce qu'elle a pu faire en métropole. Et en gros, un studio, on va dire, c'est dans les entre 60 000 et 80 000. Donc ça, enfin, en tout cas à l'époque. Hein, maintenant, je ne sais pas avec la crise en ce moment, avec le Covid, si le loyer a augmenté ou a baissé, peut-être parce que justement, il y a moins d'étudiants, je ne sais pas. Mais en gros, en moyenne, c'est 60 000 à 80 000 un studio, donc sans chambre. Avec une chambre, on peut compter jusqu'à entre 80 000 et 100 000. C'est raisonnable. Je pense que c'est par rapport à la France, c'est à peu près ça. Hein. D'accord, donc l'image que l'on a, que tout est plus cher, parce qu'on sait que les études sont parfois plus chères, ce n'est pas forcément le cas des logements où on peut très bien se loger correctement sans dépenser des milliers des cents. Est-ce que vous on se loge beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que vous savez toutes les deux s'il existe des aides au logement au Canada comme il peut exister en métropole? Non, parce qu'on est étrangers en fait. Hein, nous ne sommes pas du Canada. Il n'y a pas d'aide au logement pour les étrangers au Canada. D'accord. Au contraire. Hein. D'accord. Ok. J'ai cru également voir, parce que là, on parle de logements qui sont dans le privé, en quelque sorte, hein, où il faut être sur place, faire des visites. Est-ce qu'il existe, comme en métropole, des résidences universitaires, comme le Crous ou dans l'université, etc.? Oui, tout à fait. Tu peux faire la demande. Une fois qu'on t'a envoyé une lettre d'admission dans l'université, tu peux faire la demande d'une chambre universitaire ou d'une résidence universitaire. Et voilà. Donc, alors, en fait, au niveau du Canada, on peut aller, effectivement, comme en métropole, hein, on peut aller avec de la chambre, comme une chambre universitaire, jusqu'à quelque chose de plus confortable et de même très confortable. Hein, donc, mais par contre, le financement est différent en fonction, effectivement, de ce que l'on va demander. Par exemple, si on va demander une chambre, juste la chambre, on va être du côté de 20 000 francs, à peu près dans les 20 000, par rapport à quelque chose de plus confortable. Et est-ce que les papiers que l'on doit apporter sont les mêmes? Est-ce qu'ils demandent un garant, un cautionneur? Est-ce qu'on se retrouve dans les mêmes difficultés ou facilités? Ça dépend des étudiants que pour la métropole. Oui, tout à fait. Hein. Ils vont effectivement demander tous ces papiers qu'on a cités tout à l'heure. Donc, effectivement, les fiches de paye, les fiches de salaire. Ils vont demander également le contrat de travail. Ils vont demander également une lettre de la banque qui atteste bien qu'on a le financement pour étudier au Canada. Donc, il faut savoir que le Canada est exigeant. Ce n'est pas le même budget que la métropole. Donc, ça a un coût beaucoup, beaucoup plus élevé. Et donc, effectivement, ils vont demander tous ces papiers. Au moment de la demande du permis d'études, on nous demande justement une attestation par la banque de capacité de financement. Donc, on ne rentre pas au Canada de cette façon-là. Simplement, les agences d'immigration, les agences immobilières, les agents immobiliers ne savent pas en fait. Ils demandent à ce qu'on soit les garants, mais comme on vient de l'étranger, pour eux, c'est pas une garantie donc, quand on leur montre cette attestation de la banque, ça les rassure. Parce qu'ils ne savent pas en fait que quand on rentre au Canada, on a ce papier à fournir, sinon on ne rentre pas dans le Canada. Donc, du coup, à partir de là, ils font facilement confiance, en tout cas aux Polynésiens, ils savent que c'est cette procédure-là. Et après, ils demandent 1 mois, 2 mois, 3 mois de loyer, ça leur suffit. Alors, quand on vient d'arriver, ils peuvent faire ce qu'on appelle l'enquête de crédit, c'est-à-dire qu'ils peuvent appeler la banque pour savoir si c'est fiable
Donc, dès qu'on arrive, c'est vrai qu'il faut ouvrir un compte en banque, mettre de l'argent. Et donc, ils peuvent appeler la banque et demander est-ce qu'on est capable de payer, l'étudiant est capable de payer le loyer. La banque dit oui, et ils donnent l'accès au logement aux étudiants. Alors, j'y pense là tout de suite, il y a une particularité au Canada, on va dire, quand on est le premier à aller rendre visite, à visiter un appartement, s'il y a d'autres personnes qui viennent après, si toi, tu es le premier et que tu dis « je suis intéressé, mais je viens de réfléchir », eh bien, il va attendre que tu dises ta réponse. Il ne donnera jamais à quelqu'un d'autre qui est prêt à le prendre tout de suite. D'accord. C'est ça qui est c'est très agréable de chercher un appartement là-bas. D'accord, mais c'est agréable, mais à entendre, on a l'impression que quand même c'est un peu plus rigoureux au niveau des documents à fournir et de la solvabilité au final de la famille. C'est ça. D'accord. Oui. Et est-ce que vous savez s'il existe des colocations au Canada? Est-ce qu'au Québec, Oui. au Québec ou ailleurs, on peut… Ça se pratique beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, lorsqu'on arrive au Canada, qu'on n'a pas de pied-à-terre, on peut demander à des étudiants sur Facebook, il y a des groupes, parce qu'ils proposent souvent soit en colocation, soit en sous-location, mais c'est autorisé au Canada de sous-louer. Un étudiant qui part en vacances, qui n'a pas envie de payer, parce que bon, ça le fait économiser, et on peut demander à sous-louer son appartement le temps qu'on trouve, nous, notre appartement. Donc, ça se pratique énormément. Est-ce que vous, toutes les deux, en tant que maman d'étudiants ou d'anciennes étudiants en tout cas qui sont passés par le Canada, est-ce que c'est facile pour un jeune Polynésien qui vient de passer le bac ou qui est en première année de partir tout seul s'installer au Canada, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait au moins un parent? Bon, pour ma part, ma fille est partie l'année dernière toute seule. On n'a pas pu l'accompagner, donc effectivement, on a fait toutes les démarches de la Polynésie. Donc, à partir du moment où on peut faire confiance à son enfant, si l'enfant, enfin en tout cas le futur étudiant, a une certaine maturité, si on lui fait confiance, l'étudiant peut partir tout seul. Alors, en ayant préparé en amont. J'ai accompagné. Oui, en ayant préparé en amont. Ça, c'est obligatoire. Moi, j'ai accompagné les enfants, donc ils se sont complètement reposés sur nous. Mais j'ai accompagné, pas physiquement, j'ai aidé 2 étudiants du lycée où j'étais il y a 3 ans à partir. Ils sont partis à 2 en fait. Et ça donne du courage. Tout seul, je pense que c'est pas évident. Et ils étaient venus plusieurs fois. J'ai donné tous les renseignements, tout ce qu'il faut faire. Et en fait, ils sont partis sans problème. Et à partir du moment où j'aurais dit comment il faut faire, comment il faut procéder, comment avoir un pied-à-terre, à partir du moment où on a un pied-à-terre, on est au Canada, on a le permis d'études, je pense que tout se fait tout seul après. Et voilà. Il ne faut juste pas avoir peur des papiers. On a une question par rapport à la sous-location, et je suppose particulièrement pour le Canada. Est-ce qu'il y a des risques à sous-louer un appartement? Et deuxième question, est-ce que la sous-location peut être quelque chose de pérenne ou est-ce que c'est quelque chose de temporaire au Canada? Alors, pérenne, je ne sais pas parce que ça dépendra du bail, mais je sens très tolérant. Est-ce que c'est risqué? Alors, souvent, on ne trouvera pas de sous-location de studio, par exemple. Sauf si la personne a un bail et déménage. Par exemple, son bail a été signé en août, donc il se doit d'aller jusqu'en août. Et donc, il va s'en aller avec ses affaires, il va sous-louer pour tout le mois de juillet. Mais par contre, s'il est en 2 chambres, 3 chambres, eh bien, il peut sous-louer 2 chambres et garder la 3e et mettre toutes ses affaires là sous clé. Donc oui, c'est sécure, ça se fait très, très facilement. C'est beaucoup plus courant au final qu'en métropole, où là, la sous-location est quand même peut-être beaucoup plus encadrée et moins… C'est très courant, d'autant que Montréal est une ville étudiante. Il n'y a presque que ça. Oui. Aux 4 coins de la ligne de métro, il y a 3 universités aux 3 coins. D'accord. Hélène, oui, par rapport justement à cette recherche de logement, etc., puisqu'on l'a pour le Canada, on a vu que il faut préparer en amont. Est-ce que pour la métropole, toi, tu conseillerais à un étudiant de tout préparer avant, ou est-ce qu'ils ont la possibilité d'arriver en métropole et de se rapprocher par exemple des AEPF qui vont gérer tout ça à leur place?
Alors, il faut absolument se préparer en amont. Les AEPF sont là pour, on peut guider un étudiant qui va arriver, le conseiller par rapport à plusieurs démarches, mais en aucun cas une AEPF ira chercher pour l'étudiant et remplir toutes les démarches pour l'étudiant qui arrivera. Et est-ce que tu penses, toi, ayant été étudiante, ayant fait partie d'une AEPF, un jeune qui a trouvé certes son logement, mais qui arrive en métropole et qui ne l'a pas tout de suite, est-ce qu'il a des possibilités d'être logé chez des étudiants? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce qu'il faut demander? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille à l'hôtel? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour rassurer les parents et les étudiants qui n'ont pas tout de suite un logement, mais qui savent qu'ils vont avoir leur billet d'avion après le bac? Est-ce que ce sont des choses qui sont faisables? Alors, bien sûr, on connaît la chaleur polynésienne et on ne laissera jamais un étudiant polynésien perdu comme ça. Pour ma part, on a accueilli une jeune étudiante pendant quelques semaines car elle n'avait pas trouvé de logement tout de suite. On l'a accompagnée dans sa recherche de logement, mais, mais par la suite, elle a pris le relais. Mais voilà. Voilà, mais ça ne va pas, voilà, vous ne faites pas tout à leur place. Non, on ne fait pas trop à leur place. Et, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que tu conseilles de prendre contact quand même malgré tout avec des AEPF au cas où il y a quelque chose de compliqué si le jeune arrive et qu'il n'a pas ses parents avec lui? Est-ce que tu conseilles aux jeunes de prendre au moins les contacts au cas où? Oui, bien sûr, de prendre contact avec les AEPF. Ils donneront déjà des conseils par rapport à la recherche. Si vraiment ils sont dans l'urgence, les membres des AEPF vont s'organiser pour accueillir au mieux le futur étudiant qui n'aura pas trouvé son logement, D'accord, ou en tout cas l'accompagner dans ses futures démarches. d'accord. Je vais demander aux mamans. Qu'est-ce que ça fait quand on est maman? Comment un parent doit s'organiser et doit anticiper, doit organiser cette recherche de logement justement? Est-ce qu'il faut attendre que l'enfant ait le bac? Est-ce qu'il faut commencer à anticiper? Est-ce qu'il faut attendre d'être sur place? Là, je parle pour la métropole particulièrement. Alors pour la métropole, c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment s'y prendre à l'avance. Surtout qu'il y a des villes où le logement est très tendu. Donc, il faut s'y prendre à l'avance, il faut s'y prendre des mois à l'avance et pas arriver au mois de juillet ou au mois d'août et faire la recherche d'un logement. Là, c'est très difficile hein, en fait, de trouver un logement dans cette période-là. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Déjà, par rapport au logement universitaire, déjà, il faut s'y prendre entre janvier et le mois de mai. Donc, il faut déjà faire cette démarche-là. Pour les logements privés, je dirais qu'il faut commencer à faire des recherches au mois de mai-juin. Et parfois même, si c'est dans la location privée, parfois même, il vaut mieux payer un mois de loyer d'avance, c'est-à-dire même si on arrive au mois de juillet-août, c'est de payer un mois d'avance en sachant qu'il y a un état des lieux de toute façon qui va permettre de voir effectivement comment est l'état de l'appartement. Hein, Est-ce pour que que la responsabilité. Est-ce que ce mois d'avance, c'est une réservation ou est-ce que c'est un mois que l'étudiant paye et donc il est locataire dès un mois avant son arrivée? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et non, alors certaines agences vont profiter de cette situation en demandant à ce que le locataire prenne le logement dès ce mois-là. D'accord, donc officiellement, il devient locataire. Officiellement, il devient locataire. Oui. Parce qu'il arrive que, comme en fait, c'est surtout dans les villes tendues hein, où il vaut mieux le faire. Parce que les agences ou les propriétaires vont dire moi j'ai 5-6 personnes qui veulent l'appartement là et le prendront de suite.
Donc, effectivement, on a une pression qui n'est pas la même comme à Montréal, où effectivement, on a quand même la priorité. Et donc, ce qui fait que on a cette pression et on est obligé de prendre l'appartement. D'accord. Alors, on a une question. Alors, est-ce qu'il y a des taxes à payer quand on est locataire? Alors, je pense que l'élève en question parle peut-être de la taxe d'habitation. Est-ce qu'on peut en Oui. dire deux petits mots? Alors, la taxe d'habitation, c'est effectivement le locataire qui doit payer. Hein. Donc, c'est une taxe qui arrive une fois dans l'année. Et effectivement, l'étudiant doit prévoir dans son budget cette taxe-là. Tout en, Il y a également en se renseignant de l'exonération, parce que si je ne me trompe pas, le précédent gouvernement au niveau de la métropole a parlé d'une exonération également de la taxe d'habitation, donc peut-être que certains pourraient être concernés. Il y a effectivement cette loi, il faut effectivement faire la demande, mais ça s'étend en fait sur… tout dépend effectivement de la ville dans laquelle on se trouve. Mais il faut faire effectivement cette démarche pour être exonéré. Et il faut justifier d'être effectivement d'être étudiant. D'accord. Et tu as parlé qu'il y avait une deuxième chose à payer, une deuxième taxe? C'est la taxe de tout ce qui est télé. La contribution audiovisuelle. Voilà, la contribution de l'audiovisuel. Il y aura cette taxe aussi. Qui est obligatoire? Il me semble que oui, elle est obligatoire. D'accord. Donc, il faut en plus rajouter éventuellement ces deux taxes au budget là, annuel, puisque ce n'est pas tous les mois, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. D'accord. Hélénoui, est-ce que c'est quelque chose de gérable en tant qu'étudiant dans son budget de voir arriver une taxe d'habitation, une taxe audiovisuelle? Alors, cette taxe, elle va jusqu'à presque un mois de loyer. Donc, oui, il faut prendre en compte cette taxe dans son budget qui peut être parfois assez conséquente. Oui, donc il faut anticiper, il faut presque mettre de côté, sachant qu'elle va arriver. Ça. D'accord, d'accord. Alors, on arrive bientôt à la fin. Je regarde si on a d'autres questions. Il y avait une autre question. Alors là, peu importe, je pense que ce soit au Canada ou en métropole. S'il y a des dégâts dans l'appartement quand on est en sous-location, qui est responsable? Est-ce que le locataire principal ou est-ce que c'est l'étudiant qui a sous-loué? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Normalement, c'est le locataire. Normalement, c'est le locataire. Celui qui a signé le bail. C'est celui qui a, oui, c'est tout à fait ça. C'est celui qui a signé le bail qui est responsable. D'accord, mais il ne faut pas s'amuser quand même en tant que sous-locataire à démolir l'appartement, je suppose, malgré tout. D'accord, mais ça reste… D'ailleurs, Patricia Nadine, quel conseil vous pouvez apporter, que ce soit alors peut-être aux étudiants, mais également aux familles, justement dans toute cette organisation? Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire? On a tendance, en fait, en tant que parents, à assister énormément à nos enfants, sous prétexte que l'année du bac, ils sont en train de passer le bac. En plus, nous, on est assez rapide, on comprend assez vite les documents à fournir. Et on a tendance, et eux aussi ont tendance à lâcher, et alors que l'année d'après, ils vont être seuls à gérer de loin, même si ils nous joignent assez facilement. Donc, le conseil, ce serait de faire participer l'enfant à toutes les démarches, je pense. Sinon, ils vont être dans l'assistanat. Et oui, c'est de le responsabiliser. Et est-ce que vous pensez que parce qu'il peut y avoir des démarches difficiles, hein, parce que de chercher un logement, ça ne tombe pas du ciel, est-ce que ça peut être une raison facile d'abandonner le projet de partir, ou est-ce que vous conseillez justement, là pour le coup, en tant que psy-EN, à insister, parce que ce n'est pas évident, certains étudiants, certains élèves n'ont pas forcément leurs parents pour les accompagner dans leur démarche. Nadine, tu disais que tu avais accompagné 2 jeunes pour l'installation au Canada. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent
chercher de l'aide ou est-ce qu'ils doivent laisser tomber et puis mettre une fois un peu sur leur projet? Ça dépend si il a vraiment envie de partir et qu'il va se donner les moyens et qu'on lui fait confiance, on peut le laisser partir. Maintenant, je pense que pour la sécurité dans les deux parties, pourquoi pas prendre d'abord la première année une chambre universitaire, c'est plus sécure, hein, parce qu'on peut le demander à distance. Et ensuite, l'année d'après, une fois qu'ils sont sur place, ils vont voir s'ils veulent prendre une location seule ou en colocation. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de faire une année universitaire en logement universitaire d'abord. Oui, c'est vrai que c'est pas. Alors nous, c'est vrai qu'on est dans le système éducatif, donc on comprend effectivement mieux les démarches à entreprendre pour nos enfants. Mais c'est vrai que parfois, il y a des parents qui sont complètement démunis, qui ne connaissent pas toutes les démarches à suivre. Dans ce cas-là, on leur conseille à ces parents, à ces étudiants, de se rapprocher déjà du psy-EN de leur établissement pour les accompagner. Il y a également les professeurs principaux qui peuvent les accompagner et ils peuvent également venir au CIO, donc au Centre d'information et d'orientation, pour demander d'être accompagnés. Et quand je dis accompagnés, on ne fera pas à leur place, mais en tout cas, on va être à leur côté, on va donner des conseils pour qu'ils puissent se sentir rassurés dans toutes les démarches qu'ils feront. Donc, ils ne doivent pas s'arrêter sous prétexte que non. Ça paraît être une montagne que de rechercher un logement. Tout à fait. C'est quelque chose qui est tout faisable. À fait. En tout cas, on n'entend pas les étudiants se plaindre de ça. Ce n'est pas ça qui va les arrêter de partir. Ce sera autre chose, je pense. D'accord. Le logement, c'est quelque chose, voilà, tant que c'est bien cadré, qu'ils ont les informations, en général, ça se passe bien. C'est votre expérience. Oui, parce qu'ils vont quand même dans des villes étudiantes. Donc, c'est... D'accord. Hérénoui, tout à l'heure, on a parlé… Il y a toujours des ressources. Non, je disais qu'il y avait toujours des ressources partout, que ce soit effectivement les étudiants qui sont déjà installés en métropole ou au Canada. Donc, les AEPF, ils pourront toujours faire appel à ces étudiants. Il y a également pas mal de familles polynésiennes qui sont installées en métropole. Donc, ils peuvent se rapprocher de ces familles. Donc, il n'y a pas de il ne faut pas abandonner, ça c'est sûr. Il y a de l'entraide. D'accord, bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Hérénoui, je disais tout à l'heure, Nadine disait que quand on avait un petit budget, de passer par une cité universitaire, c'était ce qu'il y avait de mieux. Est-ce que toi, c'était ton argument aussi principal? C'était aussi mon argument principal, étant donné que j'avais le statut de boursière. Et donc, en combinant avec les aides au logement, c'est vrai que le budget dans une cité universitaire était dans mes choix. D'accord. Donc, et donc, il n'y a pas… Toi, tu peux dire que du fait d'être boursière, de ne pas forcément avoir de l'argent en plus, eh ben, tu es arrivé à vivre du fait d'être justement en logement universitaire, plus tout ce qu'il y avait derrière, les taxes, etc. C'est quelque chose qui est faisable. C'est faisable, oui. D'accord. Et quel conseil, toi, tu donnerais aux élèves de terminale à l'heure actuelle qui commencent peut-être à se poser des questions et à rechercher, à se dire, tiens, je veux partir, je vais chercher un logement. Qu'est-ce que toi, tu leur conseilles de faire pour pouvoir justement s'en sortir et y arriver et arriver en métropole avec un logement presque clé en main? S'y prendre à l'avance, lister aussi ses critères en fonction de son statut. Est-ce qu'on sera boursier, non boursier? Prendre en compte les aides au logement, ne pas hésiter à faire des simulations sur divers types de logements. En fonction de ce qu'on a envie, est-ce qu'on est sociable et pourquoi pas se mettre en colocation directement, ou est-ce qu'on est un peu plus solitaire et on souhaite avoir son studio ou sa chambre universitaire tout seul? Enfin, voilà, tous ces critères à prendre en compte, mais surtout s'y prendre à l'avance et ne pas hésiter de se rapprocher des anciens étudiants qui n'hésiteront pas à les aider s'il faut. D'accord, merci. Alors, pour l'instant, je vois qu'on n'a plus d'autres questions, donc je pense qu'on ne va pas tarder à
à arrêter cette visio, en tout cas pour cette escale. Je vais vous rappeler juste les prochaines dates des escales du Web Voyage. Le 30 mai ouvrira l'escale Transport Mobilité, où vous pourrez justement avoir toutes les informations liées au transport de manière générale, que ce soit au départ de la Polynésie ou même à l'intérieur même de votre ville étudiante. Et la visio qui se déroulera le 8 juin. Le lien sera disponible également sur le site de Cap sur l'Hexagone. L'escale Santé ouvrira le 13 juin. Là, toutes les informations relatives à votre santé, la sécurité sociale, les mutuelles, voilà, vers qui se rapprocher si on a un problème, etc. La visio se déroulera le 20 juin. Là aussi, le lien sera toujours disponible sur le site de Cap sur l'Hexagone. L'escale émotion, pour vous donner des trucs et astuces pour gérer les angoisses, les inquiétudes, les craintes, qui ouvrira le 24 juin. Et normalement, nous pourrons vous accueillir lors d'une rencontre partage au sein de la DG2E le 1er juillet, où vous pourrez échanger justement avec les anciens étudiants et des professionnels. Je vous remercie et je remercie vraiment beaucoup nos 3 invités, Nadine, Patricia et Rinoui, pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux différentes questions. Et bien, on se revoit d'ici 15 jours pour la prochaine visio. Bonne soirée à tous, à bientôt.